Coucou! Alors aujourd'hui, je continue la série Pause Café qui est destinée à un niveau intermédiaire ou un niveau intermédiaire avancé parce que j'ai une conversation avec une personnalité. Quand je dis personnalité, ce n'est pas une célébrité, mais pour moi, c'est une personnalité parce que c'est une personne qui est forte, qui est intéressante et avec qui les conversations sont toujours super intéressantes. Et si vous êtes débutant, alors allez sur mon site aliceayel.com et parce qu'il y a un cours spécial pour les débutants, le Baby Stage, pour acquérir le français naturellement. aliceayel.com pour acquérir le français naturellement. Et aujourd'hui, mon invité, ma personnalité, c'est Céline. Bonjour Céline, je suis très très contente. Bonjour Alice, moi aussi. Et donc pour la pause café, Céline, j'aime bien commencer avec la tasse, la tasse spéciale. Oui. Ça, c'est ma tasse spéciale, oui. Ouais, elle est Ah, très belle. Oui, c'est ma sœur qui me l'a offerte et je bois toujours, tous les jours, je bois mon café dans cette tasse. Et Et j'aime là, tu beaucoup. bois un café comment alors? Parce que c'est une Ah, grande tasse, hein. oui, mais j'aime bien les grands cafés, mais noirs. Mais je remplis pas la tasse. Mais c'est un café noir, toujours, avec un morceau de chocolat noir. Ah, comme moi, oui. Tu ne mets pas de sucre. Oh, miam. Non, pas de sucre. Le chocolat noir, ça suffit. Exactement, et comme moi. Mais moi, j'ai déjà bu mon café, j'ai bu un expresso, un petit café, et maintenant, je suis à l'eau. Donc, Céline, toi, tu habites en Suisse, tu m'as dit depuis 2016. Tu es arrivée en Suisse, donc dans la partie francophone, hein. Tu peux un peu nous Oui, dire où tu habites? oui, j'habite dans un canton francophone, le canton de Vaud. J'habite en fait à Lausanne, Mhm. au-dessus de Lausanne, au mont sur Lausanne, à côté du lac Léman. Le lac Léman, c'est un grand lac en Europe et il y a une partie du côté français et une partie suisse. Parce qu'en face de Lausanne, on voit la côte, on voit la France de l'autre côté euh, du lac. Mais tu es française, n'est-ce pas? Oui, je suis française. J'ai grandi en fait de l'autre côté du lac, justement qu'on peut voir depuis Lausanne, et depuis le canton de Vaud, à côté de Thonon-les-Bains, à Bouin-Chablais. Mhm. Donc j'ai grandi pas loin d'ici. Mais je suis venue en Suisse en 2016. Et avant ça, j'ai habité aux États-Unis pendant 12 ans Mhm. pour faire des études. Et j'étais prof de français dans un lycée aux États-Unis. Où exactement aux États-Unis? Parce que, bon, comme tu le sais, les Oui, États-Unis, c'est immense, hein. c'est très grand, oui. En fait, j'habitais à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, donc entre le Texas et l'Arizona, dans le désert. Waouh! Et quand tu es arrivé aux États-Unis, tu savais parler anglais? Comment ça s'est Alors, passé? ouais, j'étais à l'université, au début j'ai fait un échange entre mon université, mon programme, parce que au début j'apprenais l'anglais à l'université en France. Je voulais devenir enseignante d'anglais. J'ai fait un échange à Albuquerque, à l'université à Albuquerque, UNM. Et puis ensuite, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai utilisé beaucoup mon anglais et j'ai beaucoup appris la langue là-bas. Et puis ensuite, je me suis dit que peut-être ça serait plus intéressant si j'enseignais ma propre langue, ma propre culture, Hmm, parce que là-bas, ils étaient très curieux. Euh, hmm. ils voulaient apprendre le français et la culture française, francophone.
Ah, très bien. Parce que j'aurais pensé que comme c'est le Nouveau-Mexique, il y a beaucoup d'hispaniques, non, Oui, d'hispanophones. Enfin, il y a beaucoup d'hispanophones. Oui, oui, c'est bilingue, hein, c'est la deuxième langue hmm, au Nouveau-Mexique, ainsi que les langues natives. Euh, mais justement, il y a cette curiosité parce que ça change, en fait. hmm, Beaucoup de personnes apprennent l'espagnol, hmm. mais il y a un côté un peu nouveau, un côté différent avec la langue française. Il y a aussi un petit peu d'allemand qu'on peut apprendre à l'université et même au lycée, Ah, mais pas dans tous les lycées. hmm. C'est surtout l'espagnol, la deuxième langue, enfin la langue étrangère, que les élèves apprennent après l'anglais. Et toi, tu as appris l'espagnol aussi ou non? Alors, j'ai appris l'espagnol à l'école, au collège et au lycée en France. Et puis, donc, j'ai un peu, voilà, je comprenais beaucoup de choses là-bas. J'ai pas beaucoup pratiqué là-bas, mais je comprenais des choses. Mais c'est surtout l'anglais que j'ai développé aux États-Unis. J'ai vraiment acquis Hmm. l'anglais de façon accélérée quand j'ai déménagé là-bas. Et tu penses que c'est dû à quoi? Parce que tu étais entourée seulement Oui, j'étais d'Américains. complètement entourée, c'est ça, d'anglophones ou de personnes qui parlaient espagnol, mais Hmm. d'anglophones aussi. Et j'étais à l'université dans un programme donc de français, mais j'enseignais aussi, j'étais aussi assistante, j'enseignais aussi le français à l'université aux débutants, aux élèves à l'université. Donc, moi, j'ai rencontré énormément de gens et puis j'étais passionnée par l'anglais. Je voulais absolument découvrir cette langue. Et donc, je me suis complètement immergée dans la langue. En fait, j'allais à la bibliothèque ou au Hmm. café et puis j'écoutais énormément de musique américaine. Euh, j'ai vraiment essayé d'écouter et d'imiter les accents. Je voulais complètement perdre mon accent. Donc j'étais passionnée par l'anglais et par l'anglais américain surtout. Donc, je pense que c'est ta passion pour la langue anglaise américaine et aussi Oui, d'être constamment entouré d'input, quoi, de recevoir de oui, l'input constamment, constamment, en fait. exactement. Et donc j'essayais toujours, je pratiquais. J'étais dans une situation où j'entendais une expression et j'essayais de la répéter dans une autre situation et je voyais. Donc j'ai fait énormément d'erreurs au début, euh, mais j'ai continué à toujours. Ça me motivait de continuer parce que les gens commençaient à me Hmm. comprendre mieux et ça m'a donné l'envie de continuer et de m'améliorer en fait. J'ai continué, j'ai beaucoup lu aussi en anglais parce que la première année où je suis partie avec l'échange, donc ça c'était en 2000, Hmm. c'était la première année où je suis partie. J'étais dans un programme complètement anglophone puisque je faisais un master en fait en France. Et donc j'ai pris des cours en anglais, enfin j'ai pris des cours avec les autres élèves et c'est là que j'ai énormément absorbé la langue. Ouais. Et donc, tu dis aussi, donc, aussi la lecture qui a été très Oui, efficace. oui. Ouais. Oui, parce que j'ai pris des cours et chaque cours à l'université, pendant un semestre, on pouvait lire 10 ou 15 livres qu'on analysait aussi. Ah ouais. Ouais. Donc, Donc, en effet, parce que tu as c'était beaucoup lu. J'ai énormément lu, oui. Mhm. Et tu parles des erreurs que tu faisais, mais est-ce que toi, c'était difficile pour toi? Enfin, est-ce que pour toi, tu te sentais mal de faire des erreurs? Non, Ou- parce que c'est vrai que les gens étaient très compréhensifs et ils essayaient de m'aider et ils voyaient que je faisais des efforts. Donc, il y avait vraiment les gens voient quand on commence à faire des efforts et on a des difficultés, ils nous aident, ils essaient de trouver un autre mot. Euh, C'était aussi très utile que la plupart ne connaissaient pas du tout le français. Donc, ils essayaient de m'aider, mais
j'ai quand même dû me débrouiller, trouver les mots. Donc, au bout d'un moment, ça faisait partie de mon apprentissage. Je savais que je ferais des erreurs ce jour-là, beaucoup d'erreurs, mais ça faisait partie du jeu pour moi. Tu as dit je devais me débrouiller. Pour ceux qui nous écoutent, se débrouiller, ça veut dire faire des efforts, essayer de faire quelque chose, de trouver une solution. Hein, Oui, de trouver une solution et de compter sur soi et de recommencer. Quand ça ne marchait pas, je recommençais. J'adorais. Je voulais faire des efforts, je voulais perdre mon accent, je voulais me fondre dans le décor. Tu voulais devenir une Américaine. Voilà, je voulais devenir une Américaine et finalement, je le suis devenue américaine. Mais oui, c'était exactement ça. Oui, parce que tu as obtenu la nationalité américaine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. J'ai passé 12 ans aux États-Unis et puis je me suis mariée. J'ai rencontré un Américain, je me suis mariée avec un Américain. Ouais. Et donc, comment tu te sens, Céline? Ça, c'est une question, oui. Maintenant que tu parles de ça, tu te sens plus française ou tu te sens plus américaine dans ton cœur? C'est intéressant parce que, ça fait très longtemps que je n'ai pas habité en France, en fait. J'ai habité aux États-Unis avant la Suisse. Et donc, j'ai des souvenirs qui sont plutôt des souvenirs adolescents, des souvenirs de début d'université en France. Et puis, donc, je me sens quand même beaucoup américaine. Mais les sujets aussi, parfois, j'ai des traits de personnalité qu'on reconnaît en moi et on pense, ah oui, c'est parce que tu es française. Donc, voilà, mais... Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas. Parce que tu râles, tu es peut-être râleuse. Peut-être parce que je me plains ou des fois je vois un peu les choses de façon négative. Mais ça a changé aussi aux États-Unis parce que les Américains sont en général, c'est un peu général comme déclaration, mais ils sont très positifs et optimistes et donc ça a influencé beaucoup sur mon caractère. Et quand je suis rentrée en France et en Europe, tout le monde pensait que je souriais beaucoup trop, par exemple. Donc oui, ça c'est resté les traits américains. C'est vrai, donc on dit que le français est râleur, il râle, ça veut dire il se plaint tout le temps, il est négatif, il n'est jamais content, il ne sourit pas beaucoup. Mais non, exactement. C'est aussi européen, je pense, ce n'est pas seulement français, on sourit moins en Europe. Et en Suisse aussi d'ailleurs. Ouais, qu'aux États-Unis, ça c'est vrai. Moi, j'ai besoin de râler une fois par jour, sinon je ne me sens pas bien. Exact, oui. Mais oui, ça m'a changé énormément. Je suis revenue, j'étais pas la même personne. Et donc, tu es arrivée en Suisse, mais en fait, tu es d'origine, enfin, tu es originaire juste de l'autre côté, comme tu as dit, de la frontière. Donc, est-ce que tu as trouvé des différences quand tu es arrivée en Suisse? Qu'est-ce qui t'a choqué? Je connaissais déjà la Suisse, surtout Genève, parce que j'habitais près de Genève, mais je ne connaissais pas beaucoup Lausanne du tout. Il y a des traits différents en Suisse. Il y a beaucoup de règles en Suisse. C'est extrêmement réglementé comme pays. Et ça, c'est plutôt des différences avec les États-Unis ou avec le Nouveau-Mexique. Il y a beaucoup moins de réglementation. Ici, tout est réglé, tout est réglementé. C'est par exemple l'exemple des règles de conduite pour les règles de la circulation routière sont parmi les plus strictes au monde ici. Ah oui, parmi les plus strictes au monde. Oui, il y a énormément de contrôles et de radars. Tout est très, très réglementé. Tout est réglementé. Par exemple, aussi les animaux de compagnie ici. C'est aussi parmi
euh, les choses les plus réglementées dans le monde. Il y a des règles pour savoir, pour le bien-être animal ici en Suisse, qui est très, très important. Ah. Oui, Oui, parce que toi, Céline, tu as un petit chien. oui, oui, oui. Donc, j'ai appris beaucoup à propos des droits et des devoirs, n'est-ce pas, des propriétaires des animaux. Et par exemple, il y a des lois sur le nombre d'animaux qu'on peut avoir, qu'on doit avoir. Euh, Si on veut, par exemple, avoir un poisson, Mm. il faut avoir minimum deux pour pas qu'il soit Ah, seul. ah Par d'accord, exemple, ce n'est pas possible d'avoir juste un poisson rouge dans son bocal, si, dans un si aquarium. ça dépend quel poisson, mais par exemple, les petits animaux comme les rats ou les lapins, on ne peut pas en avoir qu'un seul. Ils doivent être, et puis il y a une réglementation pour la taille de la cage. Et puis, par exemple, pour les chiens, ils doivent être détachés pendant au moins 1 heure par jour. Donc, tout Mm. est pour le bien-être des animaux. En Suisse, c'est très, très important. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Enfin, tu penses que Je c'est une pense, bonne chose? oui, je pense que c'est très bien. Par exemple, Mm. quand nous avons voulu adopter un chien, eh bien, en Suisse, il y a très peu de chiens à adopter dans les SPA. Mm. Et je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais Bah, parce qu'ils sont bien traités, quoi. je crois qu'il y a beaucoup moins d'abandon, par exemple, d'animaux en Suisse, oui. Euh, donc, Je pense que le Portugal devrait copier la Suisse parce que ici au Portugal, il y a beaucoup, beaucoup de chiens abandonnés et il y a aussi beaucoup de chiens qui ne sont pas abandonnés mais qui pour moi semblent maltraités. Comme tu dis, ils sont oui, dehors sur un ouais, balcon ou sur une terrasse toute la journée et ouais. c'est Et en un Suisse, peu... ouais, en Suisse, il y a beaucoup aussi de personnes qui, ça c'est très suisse aussi, enfin, euh, de, euh, de personnes qui, par exemple, appellent la police s'ils remarquent quelque chose qui n'est pas normal selon eux. Ils n'hésitent Ah, pas à appeler la police pour faire venir contrôler. Donc ça, c'est mm, une caractéristique aussi dont les Français de l'autre côté du lac se moquent un peu, que ah, les Suisses sont tous policiers un petit peu. mm, Euh, et donc il y a cette vigilance en fait dans la société. Euh, mm. c'est aussi une spécificité que les Français, par exemple, n'apprécieraient pas du tout Non. ce genre de caractéristiques. Mais quand tu étais petite, tu allais en Suisse souvent, en Oui, vacances oui. ou... Non, j'allais en Suisse, par exemple, le week-end, j'allais faire du shopping, je passais du temps à Genève, par exemple. J'ai beaucoup passé de temps à Genève, oui. Ah, d'accord. Et donc tu skiais beaucoup aussi, tu es une pro du ski, non? Je skiais beaucoup, mais du côté français. Je suis Ouais. jamais skié en Suisse, mais oui, je restais du côté français. Oui, j'ai appris à skier quand j'étais petite. Mhm. Ah, la chance. Tu pouvais aller skier tous les jours en fait. Enfin, presque, j'habitais à 3/4 d'heure ou 1 heure des pistes. Oh Mhm. là là, la chance, Céline. J'adore skier, moi. Mais bon, je suis Personnellement, parisienne, donc comme tous les Parisiens, on va faire du ski juste une fois par an, une semaine, en février, pendant les vacances d'hiver. mhm, mhm. Oui, c'est vrai qu'on y allait le week-end. Mhm. Ouais. Mais Et toi, tu as la plage. oui, Que- maintenant, oui, que- au Portugal, mais quand tu ce es. n'est pas le problème, c'est que au Portugal, il n'y a pas le Gulf Stream, c'est un Mhm. courant chaud, et donc l'océan Atlantique est très 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 froid. froid. Mhm. Et donc, Mhm. ce n'est pas très possible. Enfin, on ne se baigne pas vraiment, hein. Sauf Mhm. si on a vraiment très chaud, mais c'est glacial, vraiment Mhm. glacial. Mhm. Mhm. Donc, bon. Mais Paris, moi, ça me faisait rêver quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite. Ah, Paris, c'était. Je voulais aller à Paris. C'était. Mhm. Ouais, je pense que chacun, quand on n'a pas ce
Enfin, comment dit-on? Quand on n'a pas accès Voilà. à, à quelque chose, que ça soit la ville ou la montagne ou la campagne, alors on rêve d'aller… Exactement, parce que moi, j'aurais rêvé habiter dans une station de ski, quoi. Moi aussi, j'aurais rêvé, j'aurais adoré. Et est-ce que tu as noté des différences de vocabulaire aussi entre Suisse et français? Ça, je pense que ça va intéresser ceux qui nous regardent. Oui, il y a des expressions. Il y a une expression qu'on connaît bien aussi de l'autre côté du lac, qui, par exemple, il n'y a pas le feu au lac. Ah Donc, il n'y a oui, pas le feu au lac. Et ça veut dire, le lac n'est pas en feu, donc il n'y a pas d'urgence. Et ça, c'est assez intéressant parce que effectivement, en Suisse, il y a ce sentiment de on est assez tranquille, il n'y a pas trop de stress et les choses sont assez lentes parfois, que ça soit au niveau administratif ou dans la vie de tous les jours. Parfois, les choses sont très lentes. et même la façon dont les Suisses parlent, enfin pour nous Français, on trouve ça très lent. On a ce Oui. stéréotype du Suisse qui est lent. Oui, et dans le canton de Vaud, il y a cet accent aussi particulier, et oui, plus lent. J'explique ça à mes élèves et je leur explique que c'est plus lent ici qu'en France. Et quand ils regardent des films français, ils comprennent bien, ils voient la différence. Ils remarquent la différence parce que oui, Céline, tu es prof de français. Depuis 2019, tu es à ton compte, c'est-à-dire que tu donnes des cours privés particuliers, on dit en français, des cours particuliers, et tu enseignes aussi à l'école internationale de Lausanne. Oui, exactement. J'enseigne en fait aux adultes. Donc dans cette école, c'est une école anglophone. Donc il y a des gens qui viennent du monde entier pour diverses raisons. Lausanne est la capitale du comité olympique. Il y a le comité olympique ici, donc il y a beaucoup de personnes du monde entier qui viennent. Et puis il y a aussi des grandes entreprises internationales ici. Et donc il y a des gens du monde entier. Et donc, j'enseigne le français aux adultes, donc les parents de l'école, mais aussi les enseignants de l'école, qui ne parlent pas beaucoup français. Ouais, ça c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent parce que donc tu as l'expérience de transmettre la langue française à des adultes. Et moi, j'ai aussi beaucoup d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui regardent la chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué avec qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Quel est leur objectif avec le français? Et aussi, quelles sont leurs difficultés en général? Oui, alors les objectifs, eh bien, c'est de comprendre ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils viennent ici souvent pour quelques années. Beaucoup ne restent pas sur le long terme. Quelques personnes, mais pas beaucoup en général, à part les profs. Les profs, en général, restent plus longtemps. Les profs à l'école internationale. Les profs à l'école. Et donc, ils veulent comprendre, ils veulent des situations pratiques, ils veulent pouvoir s'exprimer tout de suite dans la société suisse. Ils veulent pouvoir se débrouiller, comme on a dit avant. Ils veulent pouvoir se débrouiller, c'est ça. Donc, parce que maintenant, ils ont accès à… Voilà, ils ont Google Translate, ils ont leur téléphone, donc ils ont accès à des outils, quelques outils, mais ils se rendent compte que c'est pas suffisant. Et pour communiquer, on peut chercher un mot, mais on a besoin de structure. Et moi, ce que je leur donne, c'est des structures, donc des morceaux de phrases qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Et ils peuvent chercher des mots dans Google Translate ou dans un dictionnaire en ligne. Mais les structures, c'est ça, c'est ce qui est compliqué. Et leur difficulté, c'est, comme ce sont des adultes, ils ont déjà pris des cours de langue
et souvent de façon classique. Donc avec des exercices de grammaire, des listes de vocabulaire, des cours où on se focalisait sur les erreurs et c'était la chose principale à éliminer. Donc le but c'était de ne plus faire d'erreurs. Et en fait, ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas beaucoup retenu, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs du français qu'ils ont appris avant ou des autres langues qu'ils ont appris de cette façon. Et donc, et aussi, il y a comme ils sont adultes, généralement, ils sont beaucoup plus, ils ont conscience de comment ils parlent et ils sont assez réticents à faire des erreurs à l'oral parce qu'ils se concentrent sur comment est-ce que moi je parle français et ils se comparent avec des francophones, les Suisses par exemple, et ils veulent parler comme les Suisses. Et donc, j'essaye de leur donner confiance en eux. Et ça, c'est la chose principale parce qu'ils se rendent compte que quand ils vont dans un magasin, par exemple, et ils essayent de parler, eh bien, si ils essayent d'utiliser des structures idéales et les mots qu'ils ont appris, eh bien, ils se bloquent parce que l'autre personne en face va parler, va dire des choses improvisées qui ne sont pas, qui sont normales. C'est dans un contexte authentique, dans une vraie communication, et ils ne sont pas capables de se débrouiller et ils se bloquent complètement. Et ça porte vraiment dommage à leur confiance en eux. Et ça peut être compliqué pour, de nouveau, prendre le risque de parler. Et tu en parles dans tes vidéos que l'idéal, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur de faire une erreur. Ouais, tu as soulevé un point important, la confiance en soi. Et comme tu as dit avant, avec ton expérience aux États-Unis, toi, tu n'avais pas peur de communiquer et en fait, les Américains étaient tellement contents que tu fasses un effort que les erreurs leur importaient peu, je pense. Oui, et ça, c'est une petite différence avec la société suisse ou même française. C'est que parfois, les Suisses ou les Français sont beaucoup plus directs. Donc, ils n'hésitent pas à dire non. Donc, est-ce que vous parlez anglais? C'est beaucoup plus abrupt parfois les conversations et ça peut bloquer vraiment les étudiants. Donc, on parle aussi de culturellement, pour un Suisse, c'est tout à fait normal de dire non et de ne pas donner d'explication, de ne pas essayer de rassurer la personne. Et souvent, mes élèves me disent que les Suisses, quand ils entendent qu'ils font des erreurs ou qu'ils parlent avec un accent, ils essayent de parler anglais. Et donc, je leur apprends aussi des structures, des expressions pour expliquer qu'ils apprennent le français et qu'ils veulent continuer en français. Mais c'est vrai que les Français ou les Suisses, j'ai l'impression qu'on a une idée de comment le français doit, la sonorité, comment le français doit être parlé. Et ça, c'est difficile d'aller au-delà de ça pour mes élèves. Et de dire à mes élèves que même si le mot n'est pas bien prononcé, l'important, c'est que la personne en face qu'on a pu communiquer le message.
Mais Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas un problème seulement français, où c'est vrai que l'anglais maintenant est devenu la lingua franca, la langue exact. Oui, d'échange et dans le monde. oui. Et donc, dès que on a des difficultés, hop, on passe à l'anglais. Moi, j'ai Mm. vécu ça en Allemagne, quand j'ai habité en Allemagne. Mhm. Dès que j'essayais un peu de parler allemand, mais dès que la conversation passait à un autre stade et que je ne Mhm. pouvais pas continuer ou je ne comprenais pas, hop, Mhm. on passait à l'anglais parce que Oui. tout le monde parle anglais. Et c'est vrai Mhm. que bon, ça c'est un peu un problème de nos jours, je dirais. Mhm. Oui, exact. Donc, oui, c'est Et ça. quelles sont les expressions donc que tu donnes à tes élèves? Tu peux donner un exemple d'une expression pour continuer la conversation en français? Oui, bah, je leur explique comment dire, comment expliquer, ben, j'apprends le français Hmm. depuis, Ah oui. je suis donc expliquer leur situation parce que parfois ils se rendent compte que juste de dire ça, de dire j'apprends le français, euh, je voudrais continuer la conversation en français, juste des petites phrases comme ça donnent le message aux Suisses qu'ils veulent continuer, qu'ils veulent essayer et de leur demander d'être un peu plus patients avec eux. Ouais. Et que ça aide aussi d'expliquer que voilà, je viens d'arriver en Suisse. Enfin, parfois, ce sont des personnes qui sont arrivées il y a 3 semaines en Suisse. Et Hmm. donc, bien sûr que, ou même 2 ou 3 mois, et bien sûr que ça prend du temps. Hmm. Donc, d'expliquer ça, ça peut tout de suite changer la donne, changer Hmm. la conversation. Mais donc oui, quand tes élèves adultes arrivent, ils veulent tout de suite parler, n'est-ce pas? Oui, ils veulent tout de suite parler et ce que je fais, c'est que j'essaie de leur faire découvrir quelque chose qu'ils aiment en français, qu'ils aiment faire. Donc, je leur propose des choses à écouter ou à regarder. Hmm. Donc, il y a beaucoup de choses en ligne, y compris tes vidéos pour mes débutants sur YouTube. Donc, je leur explique que l'important, c'est d'absorber, d'écouter énormément et puis de lire. Donc, pour mes débutants 2, donc pour à partir du deuxième semestre avec moi, on commence à lire des tout petits livres. Ouais. Et donc, ils écoutent, ils regardent et puis aussi ils lisent des choses qu'ils peuvent comprendre. Hmm. Euh, et, et ensuite, ils commencent, s'ils continuent, parce que ça prend du temps. Donc, s'ils restent dans mes cours et ils continuent, ils commencent à comprendre plus de conversations dans la vie réelle. Et puis, ça leur donne un peu plus de confiance. Et petit à petit, ça se développe, leur parler se développe. Hmm. Mais ça Exact. prend du temps. Mm. Ouais. Parce que comme tu disais, ils peuvent apprendre des phrases toutes faites ou ils peuvent Mhm. utiliser Google Translate. Mais le problème, c'est que la personne en face Mhm. va commencer à parler et si après on ne comprend pas ce que la personne en face nous dit, Mhm. on ne peut pas continuer la conversation. La conversation s'arrête. Donc, Exact. Et exactement. Et j'essaye pour, à propos de cela, pour aider les élèves à mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux, j'utilise des dialogues audio. mhm, Mais avant de faire écouter ces dialogues, je prépare les élèves et ensuite on écoute une multitude, différents dialogues dans différentes situations mhm, et on essaye de repérer des structures qu'ils connaissent déjà ou des mots qu'ils mhm, connaissent déjà et on essaye de déchiffrer un petit peu en écoutant plusieurs fois des dialogues par exemple. mhm. C'est Et ça bien, prend oui. du temps. C'est une excellente méthode, oui, de repérer, parce que c'est vrai que dans une conversation naturelle, il y a sûrement beaucoup de mots
qu'on ne va pas comprendre quand on est en train d'acquérir une langue, mais il ne faut pas se bloquer parce qu'on ne comprend pas tout. Du moment qu'on comprend en général le thème de la conversation et certains mots clés. Exactement. Et aussi le but, c'est qu'il soit à l'aise, qu'il soit confortable avec l'idée de ne pas tout comprendre. Exactement. Donc, et dans une quantité de mots, on n'est pas obligé de tout comprendre pour comprendre la situation et comprendre l'essentiel, en fait. Ouais, c'est très intéressant. On a soulevé beaucoup de points importants dans le processus d'acquisition d'une langue. Hein. Et comme tu as dit, la patience est clé. Ce n'est pas au bout de 3 semaines ou d'1 mois que ça y est, on peut parler couramment, n'est-ce pas? Exactement, ça prend du temps. Et il y a des élèves qui sont avec moi depuis 2 ou 3 ans et je remarque et ils remarquent aussi leur progrès. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on se juge beaucoup plus durement. Et donc, ils ont une espèce de juge et de auto-évaluation qui est très, très haut pour eux. Et ils ne se rendent pas toujours compte des progrès qu'ils ont faits. Et je remarque aussi que des adultes qui sont des parents, ils se comparent à leurs enfants. Et par exemple, mes enfants, oui, ils parlent couramment portugais, ils comprennent, mais ils passent toute la journée à l'école avec de l'input portugais, avec le professeur qui leur parle en portugais et leurs amis qui leur parlent en portugais toute la journée. Moi, je suis dans mon bureau seule, je n'ai pas cet input permanent. Donc, je ne peux pas me comparer à mes enfants et je ne peux pas dire « Ah oui, les enfants, de toute façon, ce sont des éponges. » Non, nous sommes des êtres humains. Notre cerveau est fait pour acquérir une langue. Et la seule différence, c'est que les enfants, eux, ils reçoivent de l'input en permanence. Exactement, exactement. Il faut énormément je pense qu'on sous-estime beaucoup la quantité d'heures. Quand moi, par exemple, j'étais aux États-Unis, ma première année en 2000, j'ai pris des cours à l'université et toute la journée, j'étais complètement absorbée dans les cours et je lisais après l'école, j'avais des devoirs, j'écrivais. Bon, voilà, j'étais complètement... Et tu as lu, tu as dit énormément de livres. Donc, c'est différent. Merci beaucoup, Céline. C'est vraiment très stimulant. C'est une conversation stimulante. Et j'aime bien terminer avec, justement, on parle de lecture. Hein. La lecture, c'est tellement efficace pour acquérir une langue. Est-ce que tu as un livre? Il y a un livre en particulier qui t'a marqué, peut-être un livre récent ou un livre dans le passé, ou pas forcément un livre en français, hein. N'importe quel livre qui t'a marqué. Enfin, sans hésiter, c'est le livre probablement le plus long que j'ai lu. J'ai lu ça pendant un été quand j'étais adolescente, Les Misérables. Wow, J'ai bravo, j'ai commencé au début de l'été. Bon, les vacances d'été durent 2 mois, 2 mois et demi. J'ai commencé au début et je me suis complètement perdue dans ce roman. Et j'ai complètement adoré. Et j'ai voulu finir tous les tomes. Et c'est une des choses, enfin, l'écriture de Hugo, c'est une des écritures qui m'a le plus marquée. Et puis ensuite, ça m'a donné envie de lire plus de choses sur lui et de ses écritures. Donc, pour le français, oui, c'était une des lectures les plus marquantes pour moi. J'avoue que moi, je n'ai pas réussi à le lire. Quand on est dedans et qu'on est absorbé et qu'on veut savoir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y avait des moments qui étaient longs. Il y a des descriptions un peu longues. Hein. Mais moi, j'ai complètement adoré. Et donc, j'ai fini les tomes, mais c'est vrai que c'était... Il y a combien de tomes déjà?
3 ou 4. Ouais. Et puis c'est des gros tomes, hein. Ce ne sont pas des petits C'est un tomes. pavé, c'est ce qu'on appelle vraiment un pavé, un roman énorme. Parce que c'est vraiment une saga, mais c'était. J'ai vu le film avec Jean Gabin, la version ancienne avec Jean Gabin, et c'est vrai que l'histoire est très belle. Enfin, c'est une très belle histoire. Mais c'est vrai que Victor Hugo, moi, j'ai du mal un peu. Mais maintenant, bah, je lis d'autres choses. Je lis plus Victor Hugo, mais ça, c'est une des choses qui m'a le Oui, plus oui. marqué. Et il y a des versions pour les apprenants en français. Il y a des Oui, versions simplifiées, hein, des oui, Misérables. oui. Mm. Oui, j'ai pas lu la version simplifiée, mais Oui, oui, non, toi. c'est toujours un peu frustrant de lire. J'ai essayé de lire Zola, une adaptation de Germinal, et c'est un petit peu aussi frustrant de voir la version. C'est Mm, compliqué de raccourcir un livre. ouais. Très bien. Et est-ce que tu as, pour terminer maintenant, pour vraiment finaliser cette conversation, est-ce que tu as une citation ou peut-être un mot ou une Euh, expression à dire à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent pour les motiver ou quelque chose que tu aimes oui, j'ai regardé il y a assez récemment un TEDx d'une prof d'anglais justement en Malaisie. Elle a passé beaucoup de temps en Asie. Elle s'appelle Mariana Pascal, et elle est experte en communication interculturelle. Et elle explique, c'est très intéressant, son TEDx, elle explique effectivement, elle enseignait l'anglais aux Malaisiens. Mm. Elle expliquait qu'ils avaient l'idée, en fait, ils se focalisaient complètement sur eux et ils perdaient vraiment leurs moyens quand ils essayaient de communiquer. Et elle a, elle a démontré dans cette vidéo de façon très, très intéressante avec des histoires. Elle a expliqué en fait que l'anglais, et on peut bien sûr intervertir n'importe quelle langue, mais le français en particulier, ce n'est pas un art à maîtriser, mais c'est un outil à utiliser pour atteindre un but. Et que en fait, eh bien, l'anglais, eh bien, c'est la langue des apprenants. Elle n'est pas réservée à un club d'anglophones qui parlerait un anglais idéal. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour le français, parce qu'effectivement, parfois, on a l'impression que voilà, il y a une sorte de français qui est le français idéal. Et je suis tout à fait d'accord avec Mariana en disant que bien le français, voilà, c'est un outil et que le principal, l'important, c'est de se focaliser sur la personne avec qui on communique pour communiquer un message et de ne pas se focaliser sur nous, les erreurs qu'on fait, comment est-ce que notre accent est, mais vraiment de se communiquer, de se concentrer sur la personne avec qui on essaye d'échanger un message. Et j'ai trouvé ça très inspirant. Mes élèves ont été inspirés d'entendre cette, de regarder cette vidéo et de réaliser que oui, en effet, quand ils sont bloqués, c'est que souvent, ils sont en train de se regarder de l'extérieur et Mm. tu fais ces erreurs et tu devrais savoir déjà le passé composé, l'imparfait, Mm. et que la langue, c'est un outil, il faut l'utiliser pour communiquer et c'est ça qui est magique avec les langues. C'est vraiment la meilleure façon de terminer notre conversation, je trouve, hein. Exactement. La langue est un outil. C'est seulement un outil pour pouvoir communiquer. Exactement. Et si tu veux, tu me partageras le lien de ce TED Mhm. Talk et je vais le mettre dans la description en bas de la vidéo pour Oui. que tout le monde puisse le regarder parce que c'est, en effet, c'est exactement
ce qu'on veut transmettre, hein, Céline. Oui, exactement. Donc Céline, tu donnes des cours particuliers en ligne Oui. et peut-être s'il y a des personnes qui nous ont regardés et qui veulent des cours avec toi, ils peuvent le mettre dans les commentaires et Mhm. puis à ce moment-là, vous pouvez échanger pour Sur mon voir. email. Oui, Mhm. exactement. Mhm. Très bien, merci beaucoup Céline, c'était vraiment un grand plaisir de te Merci parler. Alice de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Merci et merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça va vous motiver à continuer d'acquérir le français et à ne pas avoir peur de faire des erreurs, à ne pas avoir peur, à prendre confiance en soi. Hein, je pense que le mot-clé, enfin le concept de notre conversation, c'est avoir confiance en soi, ne pas avoir peur et utiliser la langue française comme un outil pour communiquer avec des personnes francophones. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.